Les contrôles effectués par l'Inspection générale d'État, IGE, contribuent à limiter les fraudes, les détournements, les gaspillages et la corruption. Néanmoins, l'insuffisance des moyens humains et matériels mis à la disposition de l'IGE ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs. C'est la conclusion de l'Inspection générale d'État IGE contenue dans son rapport d'activité exercice 2023 publié en novembre 2024. Au cours de l'année 2023, l'Inspection générale d'État n'a effectué que 2 missions de contrôle et de vérification. Une première mission de contrôle et de vérification sur la télévision nationale TVT, puis une deuxième sur l'ambassade du Togo au Maroc. Cette performance minimale s'explique, selon l'IGE, par l'ouverture tardive des lignes budgétaires, l'insuffisance du personnel et le poids des autres activités connexes. Dans son rapport d'activité, l'IGE n'a pas manqué d'énumérer les difficultés qui rendent difficile sa mission. Selon elle, ces difficultés rencontrées ne lui permettent pas d'assumer avec efficacité les missions qui lui sont confiées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance du personnel, de l'insuffisance et l'ouverture tardive des crédits alloués à l'inspection, la non-adoption du statut particulier de l'IGE, la non-nomination des chefs de service, le non-paiement des commissions des inspecteurs, puis la non-mise en œuvre des recommandations faites à l'endroit des entités contrôlées. L'IGE exerce une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de promotion de la bonne gouvernance. Elle est chargée de contrôler tous les services publics de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, entre autres. Elle est placée sous l'autorité du président de la République. Le Togo poursuit la modernisation de son système douanier afin de s'adapter aux exigences du commerce international. Le commissaire des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes OTR a exposé des réformes ambitieuses. Celles-ci visent notamment à améliorer les performances douanières et renforcer la compétitivité du pays. Les axes prioritaires incluent la dématérialisation des procédures, l'utilisation de technologies avancées et l'amélioration des outils de gestion des risques. Ces innovations permettront non seulement de réduire les délais de traitement, mais aussi de renforcer la transparence et d'améliorer l'attractivité du climat commercial togolais. Avec sa position stratégique et son port en eau profonde, le Togo aspire à jouer un rôle clé dans les échanges régionaux. En soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, le gouvernement prévoit la mise en place de régimes douaniers simplifiés et un renforcement des communications sur les exigences commerciales. Ces initiatives visent à faciliter l'accès des PME au commerce international, souvent entravées par des contraintes logistiques, tout en stimulant leur compétitivité dans un environnement commercial en constante évolution. Ces réformes s'inscriraient dans l'objectif global de mobilisation de 1 210 milliards de francs CFA d'ici 2025, selon l'OTR, un montant destiné à soutenir les ambitions économiques et sociales du pays. Alors que les réformes se déploient, le Togo semble engagé à transformer son système douanier en un levier stratégique de développement économique. Si les objectifs sont atteints, le pays pourrait non seulement renforcer son attractivité sur la scène régionale, mais également s'imposer comme un modèle en matière d'innovation douanière en Afrique de l'Ouest. Le mariage des mineurs est un problème qui continue de sévir au Togo. Malgré les lois en vigueur et les efforts de la société, cette pratique est devenue une norme sociale, souvent justifiée par des traditions. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 752 000 enfants sont touchés par les mariages précoces au Togo, avec 31% des femmes mariées avant 18 ans. Dans les régions des savanes et de la centrale, ce phénomène est particulièrement alarmant. 94% sont des filles mariées avant l'âge légal à Takamba. À Tchanaga, elles représentent 72% et 50% à Cricri. Ces statistiques montrent que 7 filles sur 10 dans certaines zones rurales sont mariées alors qu'elles ne sont encore que des enfants. En effet, ces pratiques constituent un grand frein sur le développement des filles. Les conséquences du mariage précoce sont dévastatrices pour les jeunes filles. Les filles mariées avant l'âge adulte sont souvent confrontées à des pressions et des responsabilités pour lesquelles elles ne sont pas prêtes, entraînant des niveaux élevés de stress et de dépression.
Elles sont également plus susceptibles de subir des violences domestiques car elles ont souvent moins de pouvoir et d'écoute dans leur nouveau foyer. Le manque de soutien peut accroître ces problèmes de santé mentale. Ces dernières sont isolées chez elles, privées de toute éducation et souvent coupées de leur famille. Bien qu'il existe une loi qui fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans, certains articles doivent être revus pour la lutte contre les mariages précoces, comme par exemple l'article 267 du Code de l'enfant et l'article 43 du Code des personnes et de la famille qui autorisent une dispense d'âge à 16 ans pour le mariage et les articles 269 et 44 qui admettent le consentement des mineurs. Le Togo prend activement part à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le pays y est présent avec 6 productions sélectionnées pour les compétitions du festival. Cette participation s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du cinéma et de l'audiovisuel. Il faut signaler que le Togo participe à cette fête culturelle avec une délégation de 40 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel conduite par la ministre de la Communication, des médias et de la culture, Yawa Kouigan. Il s'agit d'une vitrine qui doit inspirer et ouvrir de nouvelles opportunités aux créateurs togolais. Rappelons que quelques 235 films ont été retenus en sélection officielle sur le plan international dans diverses catégories. Parmi eux, 17 films sont en lice pour les Talons d'or de Yenenga. C'est une avancée historique au Sénégal. Le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance ont signé un accord de paix en Guinée-Bissau. L'accord, qui vise à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 40 ans, prévoit des mesures pour assurer la stabilité de la région. Des discussions sont notamment attendues sur l'intégration des ex-combattants et le développement économique local. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a souligné que cet accord représentait une avancée majeure vers la paix en Casamance. Il marque l'aboutissement de plusieurs années de négociations. En mai 2023, un premier pas avait été franchi avec la reddition de 250 combattants du MFDC à Mongone, un ancien bastion séparatiste. Le conflit en Casamance a débuté en 1982. Cette région du sud du Sénégal, séparée du reste du pays par la Gambie, est marquée par des revendications indépendantistes. Si les violences ont causé des milliers de morts et freiné le développement de la région, cet accord pourrait favoriser la stabilité et le développement de la Casamance. C'est un chemin que la famille d'Amouzo connaît par cœur. Mais ce matin, c'est comme si c'était la première fois. À Bukavu, le jour d'après a des allures de rentrée scolaire. Et on est contente parce qu'on ne mérite pas que l'année passe ainsi comme ça sans que les enfants n'étudient pas. Une semaine que le sifflet n'avait pas retenti. Et avec lui, la vie reprend ici ses droits. Nous allons reprendre les activités. Les cours commencent aujourd'hui. Depuis le 16 février, le M23 contrôle militairement la ville, chef-lieu du Sud Kivu. Malgré la réouverture des écoles, le chaos et les pillages ont laissé des traces. Certains parents d'élèves ont encore trop peur pour emmener leurs enfants. Les parents ne sont pas venus nombreux, les enfants non plus. Mais le grand nombre qui est là est quand même important, qui montre que les parents, les enfants, nous-mêmes sommes en train de regagner notre confiance. Et espérons que ça va marcher mieux demain et après-demain. Une résistance à bas bruit, timide mais effective. Les salles ne sont certes pas encore pleines, mais l'essentiel est de faire classe. Avec dans les cœurs et les esprits l'espoir d'une paix durable pour ces générations qui n'ont connu que la guerre. En tenue des forces armées congolaises, 200 policiers et militaires ont fait allégeance à l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement politico-militaire allié aux rebelles du M23, soutenu par Kigali. Un choix au forceps, disent certains. Pour les concernés, il s'agit d'un choix de raison. Nous avons été formés avec l'argent du gouvernement congolais. Et je suis congolais. Si le gouvernement a mis le moyen en jeu pour la police sera nouvelle.
Ce n'est pas une police qui va faire l'intervention à pied. Une police qui va au service sans déjeuner. Alors qu'une résolution du Conseil de sécurité a demandé le retrait des rebelles du M23 et de l'AFC des territoires qu'ils occupent, ces derniers usent parfois de force et planent sur les mauvaises conditions de vie de couches vulnérables pour imposer un gouvernement parallèle. Toutes ces armes doivent être retirées de la population pour qu'elle vive en paix. Nous allons travailler ensemble pour assurer la sécurité. La sécurité, c'est justement ce qui fait défaut dans les territoires occupés par ces hommes armés. Depuis la progression des rebelles, l'ONU a enregistré des milliers de morts et des centaines de blessés. Dans le camp du M23 AFC, l'objectif est clair, prendre Kinshasa à tout prix. Les policiers qui nous rejoignent veulent travailler avec nous pour libérer le pays et lutter contre le tribalisme, l'exclusion et la mauvaise gouvernance. Ces policiers ont été transportés à Goma en compagnie de dizaines d'autres. Notons que ces enrôlements interviennent alors que l'insécurité fait rage dans les territoires occupés par le M23 et leurs alliés rwandais. Le Kenya a déployé d'importants moyens de sécurité à sa frontière avec l'Éthiopie après une attaque menée par des hommes armés. Cet assaut est survenu dans le cadre de ce que les autorités décrivent comme des affrontements transfrontaliers. 20 personnes sont portées disparues. Le gouverneur du comté de Turkana a déclaré dimanche que des pêcheurs éthiopiens s'étaient heurtés à leurs homologues kenyans sur la rivière Omo samedi. Plus de 20 personnes sont portées disparues. Si elles avaient été retrouvées mortes ou blessées, cela aurait été mieux qu'aujourd'hui, où les gens ne savent pas si elles sont vivantes ou mortes, ce qui cause beaucoup d'anxiété. Le fait de ne pas savoir fait encore plus mal et rend les gens anxieux. Le ministre de l'Intérieur Kipchumba Murkomen a déclaré lundi que le gouverneur collaborait avec les autorités éthiopiennes pour retrouver les personnes disparues. Le commissaire régional est ici. Nous nous sommes réunis et il est en train de constituer une équipe. Dirigée par le commissaire du comté, elle se rendra en Éthiopie demain et s'entretiendra avec les dirigeants du gouvernement jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord sur la manière de retrouver nos concitoyens. La communauté Turkana du Kenya et la communauté d'Assanesh d'Éthiopie partagent des activités économiques telles que le pastoralisme et la pêche. En Haïti, la tension monte parmi les forces de l'ordre. Lundi, des policiers ont manifesté afin d'exiger plus de protection et de meilleures conditions alors que la violence des gangs ne cesse de s'aggraver. Cette mobilisation est intervenue après l'assassinat d'un policier kényan, membre de la mission internationale soutenue par l'ONU, abattu dimanche dernier par des hommes armés au nord de la capitale. Les syndicats dénoncent un manque criant d'équipement et de renforts face à des groupes criminels qui contrôlent désormais 85% de Port-au-Prince. Les policiers ont aussi réclamé le paiement de leur salaire en temps voulu et un soutien aux familles des agents tués. Devant les bureaux du gouvernement lundi, des civils ont rejoint cette mobilisation pour dénoncer l'inaction des autorités. En réponse, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a annoncé un renforcement des moyens alloués à la police. Le recul des droits de l'homme s'accélère. Guerre, répression, inégalité. Le constat fait lundi par le secrétaire général de l'ONU est sans appel. À l'occasion du 3e anniversaire de la guerre en Ukraine, Guterres a alerté sur l'état des droits de l'homme. Nous avons beaucoup à faire. Les droits de l'homme sont essentiels à l'humanité, mais ils sont étouffés, un par les autocrates, qui répriment l'opposition par peur de perdre leur pouvoir. Le patriarcat empêche les filles d'aller à l'école et prive les femmes de leurs droits. Les guerres et les violences privent les gens de nourriture, d'eau et d'éducation. Enfin, des leaders bellicistes ignorent le droit international, le droit humanitaire et la charte de l'ONU.
À Genève, l'ONU a adopté une résolution américaine pour une paix en Ukraine grâce à une alliance inattendue entre Washington et Moscou. Un compromis qui interroge sur les priorités occidentales. Selon des estimations, les autocrates contrôlent environ un tiers de l'économie mondiale, soit plus du double qu'il y a 30 ans. Ils justifient souvent leur violation des droits humains par la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. L'hypocrisie, les doubles standards et l'impunité ont également contribué à cette situation. La résolution de l'ONU qui a reconnu l'urgence de mettre fin à la guerre a révélé l'érosion du soutien international à l'Ukraine, y compris celui des États-Unis.